Une jeune milliardaire est approchée par deux sœurs jumelles qui supplient. « S'il vous plaît, monsieur, achetez ce collier. Nous devons acheter des médicaments pour notre mère. » Quand il voit le collier, il est choqué. La pluie cinglait les rues de Paris en cette nuit d'octobre. Antoine Dubois observait la ville depuis la fenêtre de son bureau penthouse au sommet de la Tour du Bois, l'un des gratte-ciel les plus audacieux du quartier de la Défense. À 32 ans, il avait transformé l'héritage familial en un empire technologique encore plus vaste, mais le succès ne parvenait pas à combler le vide qu'il portait en lui depuis des années. Le reflet dans la vitre montrait un homme que la plupart des gens enviaient, des traits saisissants, des cheveux sombres méticuleusement coiffés, un costume italien sur mesure. Le magazine Challenges l'avait mis en couverture le mois précédent comme l'un des 30 entrepreneurs les plus influents de moins de 40 ans. Mais ses yeux verts, hérités de sa défunte mère, portaient une mélancolie qu'aucun compte en banque ne pouvait effacer. Son téléphone vibra pour la 3e fois en 5 minutes d'autres messages concernant la fusion à 1 milliard d'euros qu'il était sur le point de finaliser. Dubois Tech s'étendait sur le marché asiatique, une manœuvre qui promettait de tripler la valeur de l'entreprise. Antoine ajusta sa cravate et vérifia l'heure, 19h45. Le dîner avec les investisseurs japonais était prévu pour 20h30 au Jules Verne. Contre son habitude, il décida de congédier son chauffeur et de marcher jusqu'au restaurant. Il avait besoin de se vider l'esprit, et quelque chose dans l'air froid de la nuit l'appelait dans la rue. Il attrapa son pardessus noir et prit l'ascenseur privé. Le léger crachin créait un éclat éthéré sur les lumières de la ville. Antoine remonta légèrement le col de son manteau, se protégeant du vent mordant qui soufflait entre les immeubles. Ses pas résonnaient sur le trottoir, tandis que son esprit vagabondait entre les bilans financiers et les stratégies de marché. C'est alors qu'un mouvement soudain attira son attention. 2 petites silhouettes se déplaçaient près de l'entrée d'une pharmacie, à une 50aine de mètres. Il ralentit, intrigué. C'étaient 2 fillettes, parfaitement identiques, pas plus de 5 ans. Leurs manteaux, trop fins pour une nuit si froide, ne parvenaient pas à cacher le tremblement de leur petit corps. L'instinct poussa Antoine à s'arrêter. Que faisaient 2 si jeunes enfants seuls à cette heure? Il regarda autour de lui, cherchant un adulte responsable, mais la rue était pratiquement déserte à cause de la pluie. « Êtes-vous perdus ?» demanda-t-il en s'approchant prudemment pour ne pas les effrayer. Les jumelles se regardèrent, comme si elles communiquaient en silence. Elles avaient de grands yeux expressifs, encadrés par des boucles brunes s'échappant de leur bonnet délavé. Celle qui tenait un petit paquet dans ses mains fit un pas en avant, tandis que l'autre restait légèrement en retrait. Protectrice. « Pourriez-vous acheter ça ?» La voix était presque un murmure, tremblant autant que ses petites mains qui tendaient un paquet enveloppé dans une écharpe bleue usée. Antoine s'agenouilla à leur hauteur, ignorant l'humidité qui commençait à s'infiltrer dans son costume italien. De près, il pouvait voir les taches de rousseur qui parsemaient leurs 2 nez et comment leurs lèvres étaient légèrement violettes à cause du froid. « Pourquoi essayez-vous de vendre quelque chose si tard dans la nuit ?» La fillette, qui était restée en retrait, répondit, sa voix portant une urgence qui brisa le cœur d'Antoine. « Notre maman a besoin de médicaments, elle est très malade, mais nous n'avons pas assez d'argent. »« Nous, c'est Chloé et Léa, » continua la première, ses doigts déballant délicatement l'écharpe. « Ce collier est spécial, maman a dit qu'il vaut beaucoup. » Le temps sembla se figer lorsque l'objet fut révélé. Le cœur d'Antoine sauta un battement, puis martela dans sa poitrine. Ses doigts, normalement stables même pendant les négociations les plus intenses, tremblèrent lorsqu'il toucha le pendentif en forme de croissant de lune. C'était une pièce de maîtrise artisanale, de petites étoiles d'argent vieillies dansaient autour de la lune, et un unique saphir bleu nuit reposait en son centre, capturant et reflétant les lumières de la ville. Mais ce ne furent pas les détails qui glacèrent le sang d'Antoine. C'était la minuscule marque, presque imperceptible, sur le côté du pendentif. Une signature qu'il ne connaissait que trop bien. « Où avez-vous eu ça ?» Sa voix sortit rauque, presque étranglée. « C'était à notre maman. Elle le portait tout le temps, corrigea Chloé, des larmes commençant à se former dans ses yeux.
Mais maintenant, elle a plus besoin de médicaments que du collier. Antoine tenait l'objet avec révérence, son esprit une tempête de questions et de possibilités. Ce collier? Combien de nuits avait-il passé à chercher le bon artisan, à choisir la pierre parfaite, à planifier chaque détail? Le destin avait un sens de l'humour particulier, ramenant cette pièce dans sa vie, à cet instant précis, par les mains de 2 enfants désespérés. « Où est votre mère ?» demanda-t-il doucement, essayant de contenir l'urgence dans sa voix. Les filles se regardèrent à nouveau, la méfiance évidente sur leur jeune visage. Léa serra la main de sa sœur. « On ne peut pas le dire à des inconnus, » répondit Chloé, sa voix petite mais ferme. « Nous voulons juste vendre le collier pour acheter les médicaments. » Antoine prit une profonde inspiration, se forçant à réfléchir clairement. Ses filles avaient besoin d'aide et il avait besoin de réponses. Mais d'abord, il devait gagner leur confiance. « Je comprends votre inquiétude, » dit-il en gardant sa voix douce. « Voilà ce que nous allons faire. Je vais acheter le collier et je paierai bien plus que ce dont vous avez besoin pour les médicaments. Mais j'aimerais vraiment aider votre mère aussi. »« Pourquoi ?» demanda Léa, ses yeux se plissant avec une méfiance au-delà de son âge. « Pourquoi voulez-vous aider ?» Antoine regarda à nouveau le collier dans ses mains, sentant le poids des souvenirs qu'il portait. Comment pouvait-il expliquer à 2 enfants quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même? Parce que ce collier, il a une histoire très spéciale. Et s'il appartient à votre mère, alors elle est aussi très spéciale. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Parfois, la vie nous donne une seconde chance de faire ce qui est juste. Je pense que c'est l'un de ces moments. Les jumelles se consultèrent à nouveau en silence, un dialogue muet qui semblait courant entre elles. Finalement, Chloé tendit sa petite main à Antoine. « Maman est vraiment malade, » dit-elle, la voix tremblante. « Vous promettez que vous allez aider ?» Antoine hocha la tête solennellement, sentant le poids de cette promesse. « Oui, je le promets. » Alors qu'il suivait les jumelles à travers la nuit pluvieuse de Paris, son dîner avec les investisseurs complètement oubliés, Antoine essayait de calmer le tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Le collier dans sa poche semblait le brûler, un rappel physique d'un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Le crachin continuait de tomber, mais Antoine le sentait à peine. Son monde avait basculé au moment où il avait vu ce pendentif en forme de lune, et alors qu'il regardait les 2 petites silhouettes devant lui, le guider à travers les rues humides, il était certain que sa vie était sur le point de changer complètement. Pendant qu'il suivait les jumelles dans les rues de Paris, Antoine sentait le poids du collier dans la poche de son pardessus. Les souvenirs qu'il avait tant essayé de garder enfermés commencèrent à refaire surface, le ramenant 10 ans en arrière, dans les couloirs de la Sorbonne. Sophie Martin était impossible à ne pas remarquer, non pas pour la beauté classique qu'elle possédait avec ses boucles brunes indisciplinées et ses yeux couleur miel, mais pour l'énergie contagieuse qu'elle dégageait. Antoine l'avait rencontrée le premier jour de leur cursus en administration des affaires, lorsqu'elle avait littéralement trébuché sur lui à la bibliothèque, faisant tomber une pile de livres d'économie sur lui. « Pardon, pardon », n'arrêtait-elle pas de répéter en essayant maladroitement de ramasser les livres. « Je crois que j'ai besoin de lunettes, ou peut-être juste d'apprendre à marcher et à porter des livres en même temps. » Antoine n'avait pu s'empêcher de sourire en l'aidant. Ce fut le début d'une amitié improbable, l'héritier réservé de Dubois Industries et l'étudiante boursière extravertie qui travaillait à temps partiel au café du campus. Les souvenirs affluaient, maintenant, aussi vifs que s'ils s'étaient produits la veille. Les longues nuits d'études à la bibliothèque, où Sophie insistait pour faire entrer en contrebande du café dans des thermos, les débats animés sur les théories économiques, où elle présentait toujours une perspective qu'il n'avait jamais envisagée, les déjeuners dans un petit bistrot du quartier latin, où elle l'avait convaincu d'essayer pour la première fois un plat épicé. « Tu dois vivre un peu, Toine », disait-elle, utilisant le surnom que seule elle était autorisée à utiliser. Il y a tout un monde au-delà des murs de Dubois Industries. Sophie était différente de toutes les personnes qu'Antoine avait connues. Tandis que d'autres camarades de classe le traitaient comme l'héritier Dubois, elle le traitait simplement comme Antoine. Elle n'hésitait jamais à être en désaccord avec lui.
à le défier, à le faire réfléchir différemment, à lui faire remettre en question les vérités qu'il tenait pour acquises. « Tu sais quel est ton problème ?» lui avait-elle dit un jour lors d'une de leurs discussions sur l'avenir des affaires. « Tu penses trop aux chiffres et pas assez aux gens. Une entreprise, ce n'est pas seulement des tableurs. Toine, ce sont des rêves, des histoires, des vies. » C'est au cours de leur 3e année d'université qu'Antoine réalisa que ses sentiments pour Sophie avaient changé. Ce ne fut pas une épiphanie spectaculaire, ce fut graduel, comme un lever de soleil. C'était dans les petits détails, comment son cœur s'accélérait quand elle souriait, comment il la cherchait partout, comment chaque moment loin d'elle semblait gâché. Le collier est apparu lors d'une de ses conversations nocturnes à la bibliothèque. Sophie parlait de sa fascination pour l'astronomie, quelque chose qu'elle étudiait pendant son temps libre. « Il y a quelque chose de magique dans la lune, » dit-elle en regardant par la fenêtre de la bibliothèque le ciel nocturne. C'est comme si elle détenait tous les secrets de l'univers. Antoine passa des semaines à chercher l'artisan parfait, quelqu'un qui pourrait transformer cette conversation en quelque chose de tangible. Il trouva un vieux joaillier parisien dans le Marais, Jean-Baptiste Rousseau, connu pour ses pièces uniques. L'homme travailla pendant 2 mois sur le projet, façonnant chaque détail du pendentif en croissant de lune, ajoutant les petites étoiles d'argent et sélectionnant le saphir parfait qui évoquerait le ciel nocturne. La nuit où il offrit le collier à Sophie est gravée à jamais dans sa mémoire. C'était en décembre, et la neige tombait doucement sur le campus. Il l'emmena sur le toit du bâtiment d'astronomie, son endroit préféré. « Toine, c'est parfait, » murmura-t-elle, des larmes dans les yeux, en touchant le pendentif. « Personne ne m'a jamais offert quelque chose d'aussi significatif. » Cette nuit-là, ils s'embrassèrent pour la première fois sous un ciel étoilé d'hiver. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses qu'Antoine ait jamais connues. Sophie apportait de la couleur à son monde monochrome, lui montrait des perspectives qu'il n'avait jamais considérées, le faisait rire comme personne d'autre. Mais le conte de fées ne dura pas. Le père d'Antoine tomba gravement malade au début de leur dernier semestre. Soudain, Antoine se retrouva déchiré entre l'hôpital et les responsabilités croissantes au sein de l'entreprise. Sophie essaya d'être là, de le soutenir, mais Antoine commença à se refermer. « Tu n'as pas apporté le monde seul, » disait-elle, mais il ne pouvait pas écouter. La pression augmentait chaque jour. Le conseil d'administration de l'entreprise se demandait s'il était prêt à prendre la relève. Sa famille attendait de lui qu'il maintienne l'héritage du bois. Les nuits d'études furent remplacées par des réunions sans fin. Les déjeuners décontractés cédèrent la place aux dîners d'affaires. Sophie essaya de comprendre, de s'adapter, mais Antoine changeait, devenant plus distant, plus froid. Les disputes commencèrent, petites au début, puis plus sérieuses. « Tu es en train de te perdre, Toine, » dit-elle lors de leur dernière grande dispute. « Tu deviens exactement ce que tu as toujours dit ne pas vouloir être. »« Tu ne comprends pas, » répliqua-t-il, la voix dure. « J'ai des responsabilités. Je ne peux pas simplement vivre dans un monde de rêve comme toi. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Sophie resta silencieuse un long moment, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Puis elle retira le collier et le posa sur la table. « Non, Toine, c'est toi qui ne comprends pas. Et quand tu comprendras enfin, il sera peut-être trop tard. » Ce fut la dernière fois qu'il la vit. Sophie n'assista pas à la remise des diplômes. Leurs amis communs dirent qu'elle avait trouvé un travail dans une autre ville, mais personne ne savait exactement où. Antoine se jeta dans le travail, transformant Dubois Industries en un empire encore plus grand, essayant de combler le vide qu'elle avait laissé avec le succès professionnel. Le son d'une toux ramena Antoine au présent. Chloé s'était arrêtée, le regardant avec inquiétude. « Ça va ? Vous avez l'air triste. » Antoine força un sourire, accélérant le pas pour rattraper les filles. « Je vais bien, je réfléchissais juste. » Sa main toucha à nouveau le collier dans sa poche. « C'est loin d'ici ?»« Non, » répondit Léa, pointant un vieil immeuble à quelques rues de là. « Nous habitons là. » Antoine regarda le bâtiment, son cœur battant plus fort. Après 10 ans, allait-il enfin comprendre? Était-il trop tard?
l'appartement 4C du vieil immeuble de la rue de Turenne contenait des histoires que ses murs usés pouvaient à peine contenir. C'était un petit refuge de 45 mètres carrés que Sophie Martin avait transformé en foyer pour ses filles jumelles, Chloé et Léa, au cours des 5 dernières années. L'espace modeste abritait non seulement une famille, mais aussi des rêves, des luttes et une force surprenante que seul l'amour d'une mère peut créer. Sophie découvrit qu'elle était enceinte 2 semaines après avoir quitté l'université. Seule dans une nouvelle ville, sans famille proche et avec seulement quelques économies de sa bourse, elle fit face à la nouvelle des jumelles avec un mélange de peur et de détermination. Son premier réflexe fut de chercher un emploi stable, mais la grossesse à haut risque la força à ajuster ses plans. Ce furent des mois d'incertitude. Les nuits où elle ne pouvait pas dormir, Sophie se consacra à l'apprentissage de la programmation grâce à des cours en ligne gratuits. Ses doigts glissaient sur le clavier, tandis que ses filles grandissaient en elle, chaque ligne de code représentant la promesse d'un avenir meilleur. Entre les tutoriels HTML et les études de design graphique, elle construisit non seulement une nouvelle carrière, mais aussi une forteresse pour protéger ses filles. Les jumelles naquirent un matin de printemps, provoquant une révolution dans la vie de Sophie. Chloé arriva la première, ses yeux couleur miel identiques à ceux de sa mère, suivie par Léa 3 minutes plus tard. C'étaient de petites battantes dès le début, surmontant les complications de la prématurité avec la même ténacité que leur mère. La première année fut la plus difficile. Sophie travaillait comme graphiste indépendante aux heures qu'elle pouvait trouver entre les biberons et les changements de couches. Son vieil ordinateur portable était en permanence sur la table de la cuisine, lui permettant de jongler entre les soins au bébé et l'achèvement des projets pour les clients. Les nuits étaient partagées entre les pleurs des filles et les délais de livraison, le café fort et la détermination la maintenant éveillée. Peu à peu, une routine s'installa. Sophie se constitua une base de clients fidèles qui apprécièrent de son travail de conception méticuleux. Pendant son temps libre, elle continuait à étudier la programmation, ajoutant de nouvelles compétences qui lui permirent d'accepter des projets plus complexes et mieux rémunérés. L'argent n'était jamais abondant, mais elle apprit à faire compter chaque centime. L'appartement, bien que petit, fut transformé en un espace d'apprentissage et de créativité. Le salon servait de bureau le jour et de zone d'étude la nuit. Une bibliothèque improvisée, faite de caisses peintes, contenait des manuels et des histoires pour enfants, beaucoup trouvés chez les bouquinistes et dans les vides-greniers. Sur le mur, un tableau de photos documentait chaque étape importante pour les filles. Première dent, premier pas, premier jour d'école. Chloé et Léa grandirent en observant le dévouement de leur mère. Dès leur plus jeune âge, elles apprirent la valeur de l'effort et de la persévérance. Tandis que d'autres enfants demandaient des jouets coûteux, elles se contentaient de créer leur propre divertissement. Elles transformaient des boîtes en carton, en vaisseaux spatiaux, de vieux draps en tentes d'exploratrices, et inventèrent des histoires qui devenaient des aventures épiques. À l'école primaire Jules Ferry du quartier, les jumelles se distinguaient non seulement par leur ressemblance physique, mais aussi par leur intelligence vive et leur curiosité sans fin. Chloé, la plus rêveuse, passait des heures à la bibliothèque, dévorant des livres sur la science et l'astronomie. Léa, pratique comme le père qu'elle n'avait jamais connu, montrait un talent naturel pour les chiffres et la stratégie. Sophie jonglait avec les finances pour rester à flot. Le loyer absorbait la majeure partie de ses revenus, mais elle refusait de déménager dans un quartier plus éloigné. L'école des filles était trop bonne pour risquer de la perdre. Chaque mois était une leçon de planification financière, les factures essentielles d'abord, puis les fournitures scolaires, en veillant toujours à une alimentation saine, même si simple, et tout reste allait dans un petit fonds d'urgence qu'elle essayait de maintenir. Le collier avec le pendentif de lune était son seul luxe, la seule chose qu'elle avait gardée de ses années d'université. Parfois, les rares nuits où les filles s'endormaient tôt et que le travail était terminé, Sophie le tenait à la lumière, laissant les souvenirs affluer. Ce n'étaient pas des larmes de regret qui coulèrent sur son visage, mais de gratitude pour les 2 vies parfaites que l'amour lui avait données.
La pneumonie commença comme quelque chose d'apparemment simple, une toux persistante qu'elle attribua à l'air sec de l'hiver, la fatigue accumulée des nuits blanches passées à terminer des projets. Mais au fil des semaines, les symptômes s'aggravèrent. Une fièvre commença à apparaître la nuit et la fatigue se transforma en épuisement. Sophie essaya de cacher la gravité de son état à ses filles, mais Chloé et Léa étaient trop observatrices pour être dupées. Elles voyaient comment leur mère devait s'arrêter pour reprendre son souffle entre les tâches, comment sa peau devenait plus pâle chaque jour, comment ses quintes de toux devenaient plus fréquentes et douloureuses. Les médicaments de base épuisèrent rapidement le fonds d'urgence. Sans mutuelle performante et incapable de travailler aussi intensément, Sophie vit ses réserves disparaître en quelques semaines. Les projets commencèrent à prendre du retard, certains clients partirent, et pour la première fois en 5 ans, elle n'avait aucune idée de comment elle allait s'en sortir. C'est lors d'une de ces nuits fiévreuses que Chloé et Léa, effrayées par l'état de leur mère, découvrirent la valeur du collier. Elles entendirent Sophie murmurer dans son sommeil fiévreux que ce bijou pourrait résoudre leurs problèmes. Les filles se regardèrent, ayant une de ces conversations silencieuses que seules les jumelles peuvent avoir, et prirent leur décision. En cette froide nuit d'octobre, pendant que Sophie dormait d'un sommeil agité, ses filles sortirent pour une mission désespérée. Le collier de lune et d'étoiles, conservé pendant tant d'années comme un précieux souvenir, représentait désormais leur seul espoir d'aider leur mère. Chloé et Léa savaient qu'elles enfreignaient une règle importante, ne jamais sortir seules, mais leur amour pour leur mère était plus grand que toute peur de la punition. Ce qu'elles ne savaient pas, en marchant dans les rues humides de Paris, c'est que le collier portait non seulement une valeur monétaire, mais aussi une histoire d'amour inachevée, une histoire qui était sur le point de connaître un nouveau chapitre. Antoine ne put dormir cette nuit-là. La rencontre avec les jumelles avait réveillé non seulement des souvenirs, mais aussi un besoin urgent de comprendre ce qui s'était passé ces dernières années. À 4 heures du matin, il était déjà dans son bureau, au sommet de la tour du bois, le collier de lune et d'étoiles sur son bureau, tandis que ses doigts volaient sur le clavier de son ordinateur. Le premier appel fut passé dès le lever du soleil. Chloé Lay, son assistante personnelle depuis 5 ans, répondit à la première sonnerie, déjà habituée à ces demandes inhabituelles. « J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose avec une discrétion absolue », ordonna Antoine, la voix tendue. « Recherchez tout enregistrement d'une Sophie Martin dans la ville. Concentrez-vous sur le travail indépendant en design graphique et en programmation. Elle a probablement eu 2 adresses au cours des 5 dernières années, l'actuelle étant dans le Marais. » Pendant que Chloé commençait sa recherche, Antoine contemplait le collier. Chaque détail évoquait des souvenirs de l'université. Comment Sophie avait-elle réussi à rester invisible si longtemps dans une ville où il avait tant de relations? Les premières informations commencèrent à arriver le matin même. Chloé était efficace dans ses recherches. Sophie Martin, 32 ans. Travaille en freelance pour 3 grandes agences de design et maintient une clientèle privée pour des projets de programmation. J'ai trouvé des registres de paiement réguliers jusqu'à il y a 3 mois, où ils ont commencé à baisser de manière significative. Chloé poursuivit son rapport, chaque détail peignant une image plus claire de la situation. Les jumelles, Chloé et Léa Martin, fréquentent l'école primaire Jules Ferry. Excellente note, participation à des programmes spéciaux pour enfants surdoués. Plusieurs éloges des enseignants dans leur dossier. Elles participent à des activités périscolaires gratuites comme la chorale de l'école et le club d'échecs. Jean-Pierre Moreau, son chef de la sécurité et ancien enquêteur privé, fournit plus de détails sur la vie quotidienne de la famille. L'immeuble est ancien mais bien entretenu dans ses limites. La concierge, Madame Dubois, parle très bien d'elle. Sophie priorise toujours le loyer, même si elle doit parfois payer en plusieurs fois. L'appartement est petit, mais organisé. Les photos que Jean-Pierre montra révélaient un quartier modeste mais respectable. L'immeuble en briques, la pharmacie du coin, le petit parc où les filles jouaient souvent. C'était un monde entièrement différent de l'environnement luxueux où vivait Antoine. Le pharmacien, M. Dupont, confirme que Sophie achète des antibiotiques et des antipyrétiques avec une fréquence croissante, poursuivit Jean-Pierre.
La dernière fois, il y a environ 2 semaines, elle n'a pas pu acheter tous les médicaments dont elle avait besoin par manque d'argent. La situation médicale, telle que révélée par les dossiers des urgences municipales, était préoccupante. Sophie avait été admise 3 fois le mois dernier avec des symptômes de pneumonie sévère. Lors de sa dernière visite, les médecins avaient recommandé une hospitalisation, mais elle avait refusé car elle n'avait pas de bonne mutuelle. Elle travaillait des heures supplémentaires dans un café local le week-end, ajouta Jean-Pierre, au moins jusqu'à ce qu'elle soit trop malade pour continuer. Les filles restent avec une voisine, Madame Kumar, pendant ces heures. Tout au long de la journée, chaque nouvelle information aidait Antoine à mieux comprendre la vie que Sophie s'était construite. Elle tenait un blog professionnel présentant son travail de conception, participait à des forums de programmation sous un pseudonyme et vendait occasionnellement de l'art numérique sur des plateformes en ligne. Le quartier connaissait bien la famille. Le propriétaire de l'épicerie locale raconta à Jean-Pierre comment les jumelles aidaient toujours à organiser les étagères en échange de fruits frais. Le concierge de l'immeuble mentionna comment Sophie trouvait toujours le temps de l'aider avec ses problèmes de téléphone portable, même lorsqu'elle était clairement épuisée. Les dossiers scolaires des jumelles étaient impressionnants. Chloé excellait en sciences et en littérature, tandis que Léa montrait un talent particulier pour les mathématiques et la logique. Leurs professeurs commentaient fréquemment le dévouement de Sophie à suivre les progrès scolaires de ses filles, assistant à chaque réunion et événement, même si cela signifiait réorganiser son emploi du temps. Sophie avait établi une routine méticuleuse pour maximiser son temps et ses ressources. Elle travaillait à distance pour pouvoir être là lorsque les filles rentrèrent de l'école. Elle préparait tous leurs repas à la maison, planifiant soigneusement chaque achat pour profiter des soldes et éviter le gaspillage. Les vêtements des filles, toujours propres et bien entretenus, étaient souvent trouvés dans des friperies ou échangés avec d'autres familles du quartier. À l'approche du soir, Antoine avait une image complète de la vie de Sophie et de ses filles. C'était une histoire de persévérance, d'amour et de sacrifice. Sophie avait créé une vie décente pour ses filles, les gardant bien éduquées et heureuses malgré des ressources limitées. La pneumonie, cependant, avait perturbé cette structure soigneusement entretenue. Incapable de travailler régulièrement, ses finances s'étaient rapidement effondrées. Les dossiers médicaux indiquaient une infection résistante aux antibiotiques, nécessitant un traitement spécialisé, le genre de médicament bien au-delà de ses capacités financières actuelles. Antoine regarda le soleil se coucher par la fenêtre de son bureau, le collier toujours sur son bureau, reflétant les derniers rayons dorés. Sophie était malade, luttant pour respirer dans un minuscule appartement pendant que ses filles tentaient désespérément de l'aider de la seule manière qu'elles connaissaient. La nuit tomba sur Paris, apportant avec elle un crachin rappelant la nuit précédente. Antoine resta dans son bureau, absorbant chaque détail qu'il avait découvert. Chaque information était une pièce de puzzle formant l'image des 10 dernières années pendant lesquelles Sophie avait silencieusement prouvé qu'elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le parc près de l'école primaire Jules Ferry était presque vide en cet après-midi d'automne. Antoine observait depuis sa voiture Chloé et Léa quitter l'école, leurs cartables colorés contrastant avec leurs uniformes simples. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont elles se déplaçaient en synchronie, comme si elles partageaient non seulement des gènes, mais aussi des pensées. Rassemblant son courage, il sortit de la voiture. Les filles le reconnurent immédiatement, hésitant un instant avant de s'approcher. « Monsieur Dubois » salua Chloé, la voix prudente mais polie. Léa se tenait légèrement derrière sa sœur, ses yeux vigilants étudiant chacun de ses mouvements. « Vous pouvez m'appeler Antoine » répondit-il doucement. « Je vous ai apporté quelque chose. » Il tendit un sac de pharmacie. « Ce sont les médicaments dont votre mère a besoin. » Le pharmacien a expliqué comment ils doivent être utilisés. Les jumelles échangèrent un regard, ayant une de ces conversations silencieuses qui leur semblaient si naturelles. Léa prit le paquet, vérifiant son contenu avec une maturité au-delà de son âge. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda-t-elle directement, son expression un mélange de méfiance et de curiosité.
Antoine réfléchit un instant. Parce que parfois, les gens ont besoin d'aide, et quand on peut aider, on doit le faire. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Et parce que votre mère, elle était très importante pour moi autrefois. Chloé, qui avait observé un groupe de pigeons à proximité, reporta son attention sur lui. « Vous l'avez rencontrée à l'université, n'est-ce pas? Comment était-elle » La question le prit au dépourvu. Il s'assit sur un banc voisin, et après une brève hésitation, les filles s'assirent à côté de lui, une de chaque côté. « Votre mère est la personne la plus déterminée que j'ai jamais rencontrée, commença-t-il, un doux sourire apparaissant sur ses lèvres. Elle voyait toujours le meilleur chez les gens et n'abandonnait jamais ses rêves. Elle l'est toujours, interrompit Léa, une pointe de fierté dans la voix. Même quand elle est très fatiguée, elle nous aide toujours avec nos devoirs et nous raconte des histoires pour nous endormir. Elle en invente une nouvelle chaque soir, ajouta Chloé, même quand elle a de la fièvre. Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Quelle est votre histoire préférée » Les jumelles s'animèrent visiblement à la question. « Celle de la fille qui est devenue astronaute », répondirent-elles à l'unisson, puis gloussèrent de la coïncidence. « Maman dit qu'on peut être tout ce qu'on veut », expliqua Chloé, les yeux brillants. « Je veux être une scientifique et découvrir de nouvelles planètes. »« Et moi, je veux créer des jeux vidéo », ajouta Léa. « Maman m'apprend un peu de programmation. » Antoine observa comment leurs visages s'illuminaient lorsqu'elles parlaient de leurs rêves, tout comme Sophie le faisait. « Aimez-vous l'école ?»« Oui, » répondit Chloé avec enthousiasme. « Nous étudions le système solaire en sciences. Saviez-vous que Jupiter a 79 lunes ? Et j'ai gagné le tournoi d'échecs de la semaine dernière, » ajouta Léa, un petit sourire de fierté apparaissant sur son visage. La conversation coula naturellement après cela. Les filles alternaient entre le partage d'histoires de l'école et des questions sur la façon dont leur mère était à l'université. Antoine découvrit que Chloé avait le même amour des livres que sa mère, tandis que Léa avait hérité de sa propre capacité naturelle avec les chiffres. Le temps passa inaperçu jusqu'à ce que le ciel commence à s'assombrir. « Madame Kumar doit s'inquiéter, » dit Chloé, se référant à la voisine qui les gardait pendant que leur mère se reposait. Antoine hocha la tête en se levant. « Puis-je vous raccompagner » Pendant le court trajet jusqu'à l'immeuble, les filles continuèrent à parler, devenant de plus en plus à l'aise en sa présence. Elles lui racontèrent l'histoire du chat du voisin qui visitait souvent leurs fenêtres, comment elles aidaient Madame Kumar à arroser ses plantes et les dessins qu'elles faisaient pour remonter le moral de leur mère. À l'entrée de l'immeuble, Antoine s'agenouilla à leur hauteur. « Puis-je vous rendre visite à nouveau demain ? Peut-être pourrons-nous faire les devoirs ensemble dans le parc ?» Les filles se consultèrent en silence avant que Chloé ne réponde. « Oui, vous pouvez. Mais vous devez promettre de nous raconter d'autres histoires sur maman à l'université. »« Je le promets, » sourit-il, ressentant une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. En les regardant monter les escaliers, Antoine réalisa que quelque chose en lui avait changé. Ce n'était plus seulement la culpabilité ou la responsabilité qui le poussait. C'était une véritable connexion avec ces deux petites personnes qui, sans le savoir, portaient tant de lui en elles. Au cours des jours suivants, ils établirent une routine. Antoine les retrouvait après l'école, apportant toujours non seulement les médicaments nécessaires, mais aussi de petites surprises. Un livre sur les constellations pour Chloé, un jeu de logique pour Léa, des fruits frais qu'il avait accidentellement achetés en trop. Il apprit que Chloé se mordait la lèvre quand elle était concentrée, tout comme Sophie le faisait. Léa, malgré son apparent sérieux, avait le même sens de l'humour vif qu'il avait eu dans son enfance. Il découvrit comment leurs personnalités distinctes se complétaient parfaitement. Chloé, rêveuse et extravertie, Léa, pratique et observatrice. Un après-midi particulièrement agréable, alors qu'il aidait Chloé avec un projet sur les planètes et Léa avec des problèmes de mathématiques, Antoine réalisa qu'il ne remplissait plus simplement une obligation morale. Il construisait quelque chose de précieux et de fragile, un lien qui allait au-delà du sang qu'ils partageaient.
Les filles commencèrent également à s'ouvrir davantage, partageant leurs inquiétudes concernant la santé de leur mère, leurs petites victoires quotidiennes, leurs peurs et leurs espoirs. Antoine devint non seulement un visiteur dans leur vie, mais un port d'attache sûr, quelqu'un qui les écoutait vraiment. « Vous savez, dit Chloé un jour, alors qu'ils partageaient un goûter dans le parc, « maman semble aller mieux depuis qu'elle a commencé à prendre ses nouveaux médicaments. Elle a même réussi à travailler un peu hier. Et elle n'a pas eu besoin de son inhalateur une seule fois, ajouta Léa, son visage normalement sérieux, adouci par un sourire. Antoine sentit son cœur se réchauffer à ces mots. Ses actions faisaient une différence, aussi simple et discrète soit-elle. Il ne s'agissait pas seulement des médicaments ou du soutien financier. Il s'agissait d'être présent, de montrer que quelqu'un se souciait. La transformation dans sa propre vie était tout aussi profonde. Les réunions d'affaires et les fusions à 1 milliard d'euros qui consumaient autrefois ses pensées semblaient maintenant lointaines et moins importantes. Son monde, autrefois mesuré en profits et pertes, était maintenant marqué par des sourires timides, des questions curieuses et de petites découvertes partagées ensemble. À chaque rencontre, à chaque conversation, Antoine se sentait plus connecté, non seulement aux jumelles, mais aussi à la partie de lui-même qu'il avait perdue il y a si longtemps, la partie que Sophie avait toujours été capable de voir, même quand il ne le pouvait pas. Antoine s'arrêta devant la porte de l'appartement 4C, son cœur battant dans sa poitrine. Le couloir était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain d'une télévision dans un appartement voisin. Le collier dans sa poche semblait peser 1 tonne. Il prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Des pas légers s'approchèrent de l'autre côté, suivis du bruit d'une serrure qui se tourne. La porte s'ouvrit lentement, et là, elle était. Sophie semblait plus mince qu'il ne s'en souvenait, sa peau pâle faisant ressortir les taches de rousseur qu'il connaissait si bien. Ses boucles brunes étaient attachées en un chignon désordonné, et des cernes sous ses yeux révélaient son épuisement. Mais elle avait toujours ses yeux couleur miel, qui contenaient tant de détermination. « Antoine » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion et la surprise. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Sophie » répondit-il doucement. « Puis-je entrer » Elle hocha la tête, ouvrant plus grand la porte. Une quinte de toux secoua son corps alors qu'elle s'écartait pour le laisser entrer, et Antoine soutint doucement son bras. L'appartement était calme, les jumelles étaient à l'école. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre du salon, illuminant les photos sur le mur. Il les connaissait déjà grâce à ses enquêtes, mais les voir maintenant, avec Sophie juste là, leur donnait une nouvelle signification. « Vous avez trouvé mes petites filles » dit-elle à voix basse, s'asseyant sur le petit canapé. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, seulement une profonde émotion. Antoine hocha la tête, s'asseyant à côté d'elle. Il sortit le collier de sa poche et le posa doucement sur la table basse. Sophie le regarda, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « Elles sont extraordinaires, Sophie, dit-il sincèrement. Si intelligentes, si spéciales. Elles le sont vraiment, n'est-ce pas ?» répondit-elle, ses yeux brillant de fierté à travers ses larmes. Chloé a ce côté rêveur, toujours perdu dans ses livres et ses étoiles. Et Léa, elle est si concentrée, si déterminée. « Pourquoi n'as-tu pas gardé le contact, Sophie ?» demanda-t-il doucement. « Nous étions de si bons amis. » Elle prit une profonde inspiration, essuyant une larme. « La vie a continué, tu sais. Tu construisais ton empire, je construisais ma famille. Puis le temps a passé, et c'est devenu plus difficile de renouer le contact. »« Je suis désolé, » dit Antoine, la voix lourde d'émotion. « Je suis désolé de m'être éloigné, d'avoir perdu tant de temps avec notre amitié. » Sophie le surprit en lui prenant la main. « Tu es là maintenant. » Et de voir comment les filles parlent de toi, comment leurs yeux s'illuminent quand elles mentionnent t'avoir rencontré au parc. Peut-être que c'est le bon moment pour reconstruire notre amitié. « Elles t'ont parlé de nos rencontres ?» demanda Antoine, surpris. Sophie sourit, un sourire authentique cette fois. Bien sûr qu'elles l'ont fait. Chloé n'arrête pas de parler des livres d'astronomie. Et Léa ?
Eh bien, elle essaie de cacher son enthousiasme, mais je l'ai vue s'entraîner encore et encore avec les puzzles de logique que tu lui as donnés. » Une quinte de toux l'interrompit, et Antoine lui tendit rapidement le verre d'eau sur la table d'appoint. En la regardant boire, il nota que même malade, il y avait une force sereine en elle. « Comment vas-tu vraiment » demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Mieux, répondit-elle. Les médicaments que tu envoies font une grande différence. Merci pour ça, Antoine, pour prendre soin de nous. Je veux être là, Sophie, dit-il doucement, si tu me le permets. Tes filles sont spéciales, et toi, tu as toujours été une amie très chère pour moi. » Sophie serra légèrement sa main. « Tu sais ce que Chloé m'a dit hier ? Elle comprend enfin pourquoi je dis toujours que les étoiles sont magiques, parce que tu as expliqué les constellations d'une manière qui avait du sens pour elle. »« Et Léa ?» demanda Antoine, un sourire se formant. « Elle a dit que tu es acceptable, comme professeur de maths. » Sophie rit doucement. Venant d'elle, c'est pratiquement une déclaration d'admiration. Ils partagèrent un moment de rire doux, une partie de la tension précédente se dissipant. « Nous aurons beaucoup de choses à nous dire, » dit Sophie après un moment. « Sur le temps perdu, sur la reconstruction de notre amitié. »« J'ai tout le temps du monde, » répondit Antoine, « et toute la patience nécessaire. » Sophie regarda le collier sur la table. « Elles ont vendu ça pour m'aider, tu sais. Mon dernier souvenir de ces temps plus simples. »« Et ça m'a ramené à toi, » ajouta Antoine. « Peut-être que c'est un signe que certains cercles doivent se fermer pour que de nouveaux puissent commencer. » Sophie hocha la tête, ses yeux rencontrant les siens avec un mélange d'espoir et d'émotion. « Les filles rentreront de l'école dans 1 heure. Voudrais-tu rester pour le goûter ? Chloé a fait des biscuits hier et Léa fera semblant de ne pas être contente que tu sois là. Mais elle s'assiera juste à côté de toi, de toute façon. » Antoine sentit son cœur se gonfler à l'invitation. « Il n'y a rien au monde que j'aimerais plus. » Le soleil de fin d'après-midi continuait d'entrer par la fenêtre, illuminant maintenant non seulement les photos sur le mur, mais aussi 2 vieux amis redécouvrant leurs liens et posant les bases d'un nouveau départ. Un commencement qui venait avec 2 petites filles, apportant plus de lumière et de sens à leur vie. Le soleil de fin d'après-midi se couchait déjà quand Antoine sortit le collier de sa poche. Le saphir bleu nuit brillait doucement, captant les derniers rayons dorés qui entraient dans le petit appartement. « Tes petites filles ont essayé de me vendre ça, » dit-il calmement, tendant le collier à Sophie. Sophie le prit avec des mains tremblantes, des larmes montant à ses yeux. Pendant un long moment, elle regarda simplement le pendentif en croissant de lune se balancer doucement, les petites étoiles d'argent reflétant la lumière. « Je n'arrive pas à croire qu'elles ont pris le collier, » murmura Sophie, plus pour elle-même que pour Antoine. « Mais je comprends pourquoi elles l'ont fait. Il semble avoir une signification très spéciale, » commenta Antoine, remarquant son émotion. Sophie sourit, essuyant une larme. Ce collier a une histoire si belle et si triste à la fois. Elle marqua une pause, ses doigts traçant le contour du pendentif. C'était un cadeau de ma grand-mère. Antoine s'installa sur le canapé, sentant qu'il était sur le point d'entendre quelque chose d'important. Ma grand-mère, Aurélie, était une femme extraordinaire, commença Sophie, son visage s'adoucissant au souvenir. Elle est venue d'Italie quand elle était jeune, n'apportant que quelques bijoux de famille et beaucoup de rêves. Ce collier était sa pièce la plus précieuse, spécialement conçu pour elle par un célèbre joaillier de Florence. Sophie leva le collier à la lumière, montrant ses détails. « Tu vois ces minuscules marques ici ? C'est la signature de l'artisan. Jean-Baptiste Rousseau était connu pour cacher sa marque dans des détails que seuls les plus observateurs remarqueraient. C'est une pièce de travail impressionnante, dit Antoine, admirant les gravures délicates. L'histoire de grand-mère était que Jean-Baptiste s'était inspiré d'une vieille légende italienne sur une princesse qui aimait tellement les étoiles que la lune décida de lui offrir un morceau du ciel nocturne. Sophie sourit au souvenir. Le saphir a été choisi spécialement parce que, sous une certaine lumière, on dirait qu'il contient des galaxies entières. Elle tourna le pendentif, révélant une inscription au dos. Il est écrit « Pour celle qui voit la magie dans les étoiles ».
C'était la phrase préférée de grand-mère. Grand-mère disait toujours que le collier avait des pouvoirs magiques, poursuivit Sophie, la voix serrée par l'émotion, qu'il protégeait les rêveurs et gardait les souhaits les plus profonds du cœur. Quand j'étais petite, je m'asseyais sur ses genoux pendant qu'elle me racontait des histoires fantastiques sur les constellations et les étoiles filantes. Antoine remarqua comment ses yeux brillaient quand elle parlait. « Et tu as transmis ces histoires à tes filles ?»« Oui, mais avec le temps, nous avons créé nos propres histoires aussi. » Chloé et Léa ont grandi en entendant des contes sur ce collier. Pour elles, chaque étoile sur le croissant de lune représente un souhait ou un rêve à réaliser. Sophie se leva, se dirigeant vers une petite étagère où se trouvait un album photo. Elle l'ouvrit à une page spécifique, montrant une vieille photographie. « C'est ma grand-mère Aurélie, portant le collier le jour de mes 10 ans. C'est là qu'elle m'a promis qu'il serait à moi un jour. » La photo montrait une femme âgée, élégante, avec des yeux bienveillants et un sourire doux, le collier brillant autour de son cou, exactement comme il le faisait maintenant. « Elle m'a donné le collier le jour de ma remise de diplôme du lycée, » continua Sophie, la voix chaude de souvenir. Elle a dit qu'il était temps qu'il aille à quelqu'un qui avait encore beaucoup de rêves devant elle. 3 mois plus tard, elle est décédée. Antoine remarqua des larmes silencieuses couler sur le visage de Sophie. Depuis lors, ce collier a été ma connexion avec elle, ma source de force dans les moments les plus difficiles. Quand je me sentais seul ou effrayé, surtout après la naissance des filles, je le tenais et je pouvais presque entendre sa voix me dire que tout irait bien. Sophie se rassit, ajustant le collier dans ses mains avec grand soin. Les nuits où les jumelles étaient bébés et que je pouvais à peine dormir d'inquiétude, j'inventais des histoires sur le collier pour les apaiser. Le croissant de lune devenait un vaisseau spatial magique, les étoiles étaient des cartes vers des trésors cachés, et le saphir. Oh, le saphir était une fenêtre vers d'autres mondes. Elles doivent adorer ces histoires, remarqua Antoine, enchanté par la richesse de cette tradition familiale. Elles adorent. Chloé, surtout, elle a hérité de mon amour pour l'astronomie et de l'imagination de son arrière-grand-mère. Parfois, les nuits claires, nous nous asseyons près de la fenêtre de la chambre et utilisons le reflet du saphir pour découvrir de nouvelles constellations. Léa fait semblant d'être trop grande pour ces histoires, mais elle finit toujours par se joindre à nous. Sophie marqua une pause, son expression devenant plus sérieuse. Au cours des derniers mois, quand ma maladie s'est aggravée et que l'argent s'est raréfié, je me suis retrouvé à serrer ce collier et à demander de la force à grand-mère Aurélie. C'était comme si elle était encore là, me guidant. « Ça a dû être difficile pour les filles de te voir malade », commenta doucement Antoine. « Elles sont si fortes, Antoine, si courageuses. » Sophie essuya d'autres larmes. « Maintenant, je comprends pourquoi elles ont pris le collier. Dans leur esprit, si cet objet est si spécial, si magique, alors il pourrait aider maman à aller mieux. » Elle sourit à travers ses larmes. « C'est drôle comme le destin fonctionne, n'est-ce pas ? Ce collier, qui représente tant de générations de femmes fortes dans ma famille, a fini par te ramener dans notre vie, comme un ami. » Sophie se leva à nouveau, se dirigeant vers un petit coffre décoré dans le coin de la pièce. De l'intérieur, elle sortit une boîte en velours bleu délavé. C'était la boîte d'origine du collier, expliqua-t-elle en l'ouvrant avec précaution. Grand-mère gardait aussi quelques vieilles photos de Florence ici, ainsi que des lettres de Jean-Baptiste Rousseau expliquant la signification de chaque détail de la pièce. Délicatement, elle replaça le collier là où il appartenait. Chaque étoile a été positionnée pour reproduire exactement la constellation de Cassiopée, la reine des étoiles. Jean-Baptiste croyait que cette constellation représentait la force féminine, la royauté en chaque femme qui ose rêver. Le soleil s'était maintenant complètement couché, mais le saphir du collier scintillait encore dans le crépuscule, comme s'il contenait sa propre lumière. Antoine pouvait comprendre pourquoi les jumelles croyaient qu'il y avait de la magie dans cette pièce. Ce n'était pas seulement un collier, c'était un héritage de rêves, d'histoire et d'amour transmis de génération en génération.
Tu sais, dit Sophie en fermant soigneusement la boîte, grand-mère disait toujours que certaines choses dans la vie sont destinées à rester avec nous, quoi qu'il arrive. Je pense qu'elle avait raison. Ce collier trouve toujours un moyen de protéger notre famille, même de manière inattendue. Antoine regarda Sophie remettre la boîte dans le coffre avec révérence, comprenant enfin la vraie valeur de cet objet. Ce n'était pas seulement un collier avec un saphir rare ou une merveilleuse pièce d'artisanat, c'était un symbole d'amour, de force et d'espoir qui avait guidé des générations de rêveurs. Le silence plana dans la pièce après que Sophie eut rangé le collier. La lumière déclinante de l'après-midi jetait de longues ombres à travers le petit appartement. Antoine l'étudia un instant, remarquant comment elle luttait pour étouffer une autre quinte de toux. Chaque respiration semblait être un effort, et les cernes profonds sous ses yeux racontaient l'histoire de Nuit Blanche. « Sophie, commença-t-il doucement, nous devons parler de ta santé. » Elle se tourna vers lui, une lueur d'inquiétude traversant son visage. La fatigue était évidente dans chaque ligne de son expression, dans la façon dont ses épaules semblaient porter un poids invisible. « Antoine ?» Sa voix sortit rauque, hésitante. « S'il te plaît, écoute-moi, » l'interrompit-il doucement. « Tu es malade. Cette pneumonie n'est pas simple, et les médicaments que tu prends ne sont manifestement pas suffisants. Je peux voir comment chaque respiration est une lutte, comment tu te bats pour rester énergique, même pour une courte conversation. » Sophie s'affaissa sur le canapé, ses doigts tripotant nerveusement l'ourlet de son chemisier. « Je suis un traitement, » protesta-t-elle faiblement. « J'ai juste besoin de temps pour économiser pour les médicaments plus chers. Dans quelques mois, quand j'aurai plus de projets, combien de temps cela prendra-t-il » demanda Antoine, sa voix remplie d'inquiétude. « À quel point dois-tu aller plus mal avant d'accepter de l'aide ? Combien de temps tes filles devront-elles continuer à regarder leur mère lutter pour respirer ?» Ces mots frappèrent durement Sophie. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle luttait pour retenir. « Tu ne comprends pas. J'ai toujours tout géré seule. J'ai toujours réussi. Et tu as fait un travail incroyable, » la rassura Antoine, se déplaçant pour s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. « Mais c'est différent. Cette maladie te consume et tu as besoin d'une aide spécialisée. » Une forte quinte de toux secoua le corps de Sophie. Antoine attrapa rapidement le verre d'eau sur la table d'appoint, la soutenant alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle. Quand elle se calma enfin, elle était encore plus pâle. « Je vais trouver le meilleur spécialiste de la ville, » déclara fermement Antoine. « Quelqu'un qui pourra faire une évaluation complète, prescrire le bon traitement. » « Nous ne pouvons plus attendre, Sophie. »« Antoine, tu n'as pas à faire ça, » protesta-t-elle, bien que sa voix tremblât. « Les spécialistes sont chers et je ne peux pas... »« Je ne te demande pas de payer, » l'interrompit-il gentiment. « Je ne fais pas ça par pitié ou par obligation. Je le fais parce que je tiens à toi, parce que ces deux filles extraordinaires ont besoin de leur mère en bonne santé. » Sophie se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Le soleil couchant jetait des ombres dorées sur son visage tendu. « Tu ne comprends pas. J'ai passé ces dernières années à prouver que je pouvais tout faire seul, que je pouvais élever mes filles, garder notre dignité. »« Et tu as réussi, » répondit Antoine. « Regarde autour de toi, Sophie. Tes filles sont incroyables, intelligentes, polies, pleines de rêves. C'est ton œuvre. Mais maintenant, tu dois penser à elles, à leur permettre de garder la maman qu'elles aiment tant. » Un rire doux flotta depuis la chambre des filles. Chloé et Léa venaient d'arriver de l'école, apportant avec elles l'énergie et la joie qui illuminaient toujours l'appartement. Le son sembla toucher une corde sensible chez Sophie. « J'ai si peur, Antoine, » avoua-t-elle dans un murmure. « Chaque jour, il devient plus difficile de respirer, plus difficile de travailler. Parfois, je me réveille la nuit, à bout de souffle, et tout ce à quoi je peux penser, ce sont les filles. Comment elles s'en sortiraient, si... » « Nous ne laisserons pas les choses en arriver là, » déclara fermement Antoine. « Demain, je commencerai à chercher le meilleur pneumologue de la ville, quelqu'un qui pourra vraiment comprendre ce qui se passe et comment le traiter correctement. » Sophie se rassit, visiblement épuisée. « Et après ?
Quand j'irai mieux et que les factures commenceront à s'accumuler? Traitement spécialisé, examen, médicaments. Une chose à la fois, répondit doucement Antoine. Pour l'instant, la priorité est de commencer le bon traitement. Nous trouverons une solution pour le reste, ensemble. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Sophie, ses yeux se fixant dans les siens. Parce que quand j'en avais besoin, tu étais là, répondit-il honnêtement. Quand j'étais juste l'héritier arrogant de Dubois Industries, tu m'as montré ce qu'était la véritable amitié. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Une autre quinte de toux interrompit leur conversation. Quand elle passa, Sophie semblait encore plus fragile, plus pâle. « D'accord, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais à une condition. » « Quelle condition ? » « Je dois faire quelque chose en retour, insista-t-elle, une lueur de sa vieille détermination dans les yeux. « Je ne peux pas simplement accepter tout ça sans contribuer d'une manière ou d'une autre. » « Mon travail de designer. » Antoine sourit, s'attendant à cette réponse. « En fait, Dubois Industries a un besoin urgent d'une refonte pour notre division technologique. Et je connais une designer très talentueuse qui serait parfaite pour le poste. » Sophie offrit le premier vrai sourire de la soirée. « Toujours le négociateur, hein ? Toujours l'ami, corrigea-t-il doucement. « Et il y a une autre chose. » Sophie haussa un sourcil, curieuse. « Les filles, continua Antoine avec précaution. Elles sont brillantes, Sophie. Elles méritent toutes les opportunités. Laisse-moi aider avec leur éducation aussi. » Pendant un instant, Sophie eut l'air sur le point de protester à nouveau. Puis le son des rires vint de la chambre des filles, et quelque chose dans son expression changea. « Une chose à la fois, dit-elle enfin. Commençons par le traitement, et ensuite. Ensuite, nous pourrons parler de tout le reste. » Antoine hocha la tête, satisfait. C'était un début. « Demain, je commencerai à chercher le spécialiste, promit-il. Nous allons traverser ça ensemble, Sophie. Tu n'es plus seule dans ce combat. » Les dernières lueurs du jour firent leurs adieux à l'horizon parisien, et le croissant de lune commença à briller dans le ciel. Antoine observa comment sa lumière argentée entrait par la fenêtre, rappelant l'éclat du saphir dans le collier qui avait reconnecté leur vie. À ce moment, en écoutant les rires des jumelles et en voyant la première étincelle d'espoir dans les yeux de Sophie, Antoine sut qu'il faisait ce qu'il fallait. Certaines personnes entrent dans nos vies par hasard et finissent par devenir essentielles. Sophie et les jumelles étaient devenues sa famille de cœur et il ferait tout ce qu'il faudrait pour les aider. Le cabinet du docteur Sophie Dubois était situé dans l'un des meilleurs centres médicaux de Paris. Diplômée de la Sorbonne avec une formation complémentaire à Londres et Tokyo, elle était réputée pour traiter les cas de pneumonie les plus complexes. Antoine avait passé 3 jours à faire des recherches et à appeler des contacts avant de la trouver, et 2 autres jours à convaincre son équipe d'accepter une nouvelle patiente en urgence. « Les premiers examens sont inquiétants », expliqua le docteur Dubois en étudiant les radiographies de Sophie. L'infection s'est propagée de manière significative en raison de l'absence de traitement approprié. Mais elle ajouta, remarquant l'expression inquiète de Sophie. C'est encore à un stade traitable. Le protocole de traitement commença immédiatement. Antibiotiques de nouvelle génération, séances de kinésithérapie respiratoire et suivi strict. Les premières semaines, Sophie dut se rendre quotidiennement à l'hôpital pour des médicaments intraveineux. Chloé et Léa observèrent de ces développements avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Ayant toujours vu leur mère comme une force de la nature, il leur était difficile d'être témoins de sa fragilité pendant le traitement. Mais Antoine était constamment présent, établissant une routine qui les aidait à faire face. « Allons-nous étudier dans le parc aujourd'hui ?» demanda Chloé un après-midi, les yeux brillants d'anticipation. C'était devenu son endroit préféré pour faire ses devoirs depuis qu'Antoine avait commencé à les aider. « En fait, sourit Antoine, j'ai pensé que nous pourrions emmener nos livres à l'hôpital pour que nous puissions étudier et tenir compagnie à votre mère pendant son traitement. » Les filles adorèrent l'idée. Bientôt, la salle de perfusion de l'hôpital devint leur salle d'études improvisée. Sophie regardait avec des larmes aux yeux Chloé lire à haute voix sur les constellations, et Léa résoudre des problèmes de mathématiques, s'arrêtant souvent pour lui montrer ses progrès.
Après un mois de traitement intensif, les premiers résultats commencèrent à se manifester. La toux diminua considérablement et Sophie commença à reprendre son souffle plus facilement. Ses joues, auparavant pâles, reprenaient progressivement des couleurs. Les antibiotiques fonctionnent mieux que prévu, nota le docteur Dubois lors d'un rendez-vous de suivi. Vous répondez excellemment au traitement. À la maison, les changements étaient tout aussi visibles. L'appartement, autrefois silencieux à cause de la maladie de Sophie, retrouva sa vitalité. Les jumelles pouvaient à nouveau entendre leur mère rire, un son qu'elles avaient presque oublié ces derniers mois. Sophie commença également à reprendre progressivement le travail. Le projet de refonte pour Dubois Industries devint sa priorité et elle trouva un plaisir inattendu dans chaque nouvelle création. « C'est comme si ma créativité était revenue en même temps que ma santé », dit-elle à Antoine, lui montrant les premières esquisses du nouveau logo. Les jumelles s'épanouirent à mesure que leur mère se rétablissait. Chloé, toujours rêveuse, commença à écrire un journal de guérison, une collection de petites victoires quotidiennes qu'elle voyait chez Sophie. Léa, plus pratique, créa un tableur pour suivre le calendrier des médicaments et les rendez-vous chez le médecin. « Maman a souri 12 fois aujourd'hui », annonça fièrement Chloé un soir, consultant son journal. « C'est 3 fois plus que la semaine dernière. Et elle n'a pas eu besoin de l'inhalateur une seule fois », ajouta Léa, vérifiant méticuleusement son tableur. L'impact sur leur vie scolaire fut également remarquable. Libérées de leur inquiétude constante pour la santé de leur mère, elles pouvaient mieux se concentrer sur leurs études. Leurs professeurs notèrent les changements positifs dans leur comportement. « Chloé est plus engagée en classe », remarqua son professeur de sciences. « Et Léa ? Eh bien, elle a toujours été excellente, mais maintenant, il y a une légèreté en elle que nous n'avions pas vue auparavant. » Les après-midi au parc devinrent une tradition. Antoine apportait des livres et des jeux éducatifs, transformant l'apprentissage en une aventure. La passion de Chloé pour l'astronomie grandit encore plus lorsqu'il apporta un petit télescope. Léa, de son côté, était ravie des puzzles de logique qu'il choisissait spécialement pour elle. Sophie observait ces interactions avec un mélange de gratitude et d'admiration. Voir ses filles sourire si librement, sans le poids de l'inquiétude sur leurs petites épaules, était le meilleur remède qu'elle pouvait recevoir. « Je ne pourrai jamais assez te remercier », dit-elle à Antoine un après-midi, alors qu'il regardait les filles jouer dans le parc. « Il n'y a pas besoin de me remercier, » répondit-il simplement. « Voir vous 3 heureuses et en bonne santé, c'est tout ce qui compte. » 2 mois après le début de son traitement, le docteur Dubois avait des nouvelles encore meilleures. « L'infection est pratiquement sous contrôle », annonça-t-elle, montrant à Sophie ses nouvelles radiographies. « Nous pouvons commencer à réduire la fréquence de vos visites. » Pour célébrer la bonne nouvelle, Antoine organisa un petit pique-nique dans le parc. Chloé apporta son journal de guérison pour lire les meilleurs moments, tandis que Léa fit une présentation PowerPoint avec des graphiques colorés montrant les progrès de sa mère. « Regardez-vous » rit Sophie en serrant ses filles dans ses bras. « Mes petites scientifiques. » Le soleil se coucha sur l'horizon parisien, peignant le ciel en rose et or. Antoine regarda la scène, le cœur plein. La transformation n'était pas seulement physique, c'était un changement profond dans leur dynamique familiale, un espoir renouvelé qui remplissait maintenant leur vie. Chloé et Léa étaient redevenues des enfants insouciantes, libres de rêver et de grandir. Sophie recouvrait non seulement sa santé, mais aussi sa créativité et sa joie de vivre. Et Antoine avait découvert une nouvelle définition de la famille, construite non pas sur des liens de sang, mais sur des choix quotidiens d'amour et de soutien. C'était une nuit d'automne paisible. Les jumelles dormaient déjà, et Sophie et Antoine étaient sur le petit balcon de l'appartement, 2 tasses de thé fumant entre eux. Les lumières de la ville brillaient au loin, un tapis de lumière sous le ciel étoilé. « Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque ?» demanda doucement Sophie, un sourire espiègle sur les lèvres. « Tu avais l'air si perdu au milieu de ces piles de livres d'économie ?» Antoine gloussa doucement. « Comment pourrais-je l'oublier ?
Tu as littéralement trébuché sur mes livres, puis tu as insisté pour m'aider à les réorganiser, même si j'ai dit que tout était sous contrôle. » « Sous contrôle ?» Sophie haussa un sourcil. « Toine, tu avais 3 livres différents, ouverts à la même page, essayant de comprendre la théorie monétaire. Tu avais manifestement besoin d'aide. » Entendre son vieux surnom provoqua une vague de nostalgie. Seule Sophie l'avait appelé ainsi à l'université, et l'entendre à nouveau après tant d'années lui réchauffa le cœur. « Tu as toujours été doué pour voir à travers les gens, » admit Antoine en sirotant son thé. « Pendant que tout le monde me voyait comme l'héritier du bois, tu as juste vu un étudiant perdu ayant besoin d'aide. » Sophie se déplaça sur sa chaise, tirant la couverture autour de ses épaules. Bien qu'elle aille beaucoup mieux, l'air frais de la nuit la rendait encore prudente. « Tu sais ce que j'ai remarqué ce jour-là ? Comment tu avais codé par couleur tes post-it ? Bleu pour les questions, jaune pour les concepts importants, rose pour la révision et vert pour tes explications, termina Antoine, parce que tu as dit que le vert représentait la croissance et l'apprentissage. » Ils partagèrent un autre moment de silence confortable, perdus dans leurs souvenirs. « Pourquoi nous sommes-nous éloignés ? » « Toine ?» demanda finalement Sophie, sa voix teintée d'une vieille tristesse. « Nous étions si proches ? La vie est arrivée, » répondit-il après un moment de réflexion. « J'étais tellement concentré sur le fait de faire mes preuves auprès de mon père, du conseil d'administration de l'entreprise. Je me suis perdu dans ce besoin d'être parfait, de ne jamais échouer. Tu as commencé à sauter nos séances d'études, se souvint Sophie. D'abord, c'étaient des réunions importantes, puis des dîners d'affaires. Et tu continuais à laisser des post-it verts sur mon bureau de la bibliothèque, dit Antoine avec un sourire triste, même quand j'ai arrêté de venir. Sophie prit une autre gorgée de son thé, ses yeux errants sur la ville illuminée. Tu sais ce qui me manque le plus de cette époque ? Nos discussions sur l'avenir. Comment nous passions des heures à planifier, à rêver. Tu voulais révolutionner le design graphique, se souvint Antoine, créer quelque chose qui mélangeait l'art et la technologie d'une manière que personne n'avait faite auparavant. Et tu voulais être plus que le simple fils de ton père, termina doucement Sophie. Tu voulais faire une différence, utiliser les ressources de l'entreprise pour quelque chose de plus grand. Antoine resta silencieux un instant, absorbant ses paroles. Je pense que nous nous sommes perdus de différentes manières. Je me suis perdu dans l'héritage que je devais porter. Et toi ? Je me suis perdu en trouvant mon propre chemin, dit-elle. Tomber enceinte des jumelles a tout changé. Soudain, tous ces grands projets ont été remplacés par des préoccupations plus immédiates. Où vivre, comment payer les factures, comment élever 2 enfants seuls. Ça a dû être effrayant, commenta doucement Antoine. Sophie hocha la tête. Ça l'était, mais c'était aussi libérateur, d'une certaine manière. Pour la première fois, mes choix n'étaient pas faits pour impressionner quelqu'un ou prouver quelque chose. Ils concernaient la survie, l'amour. Un doux murmure vint de la chambre des filles, Chloé parlant dans son sommeil. Sophie sourit tendrement au son. « Elles sont la meilleure chose que j'ai jamais faite, » dit-elle fièrement. « Même pendant les moments les plus difficiles, je n'en ai jamais douté. » « Tu as fait un travail incroyable avec elles, » affirma Antoine. « Elles sont intelligentes, gentilles, résilientes, tout comme leur mère. » Sophie rougit légèrement au compliment. « Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous avions gardé le contact, si notre amitié avait survécu à ces années. »« Je me le demande aussi, » admit Antoine, surtout maintenant, en voyant comment les filles s'illuminent quand elles parlent d'astronomie ou de maths. Ça me rappelle tellement nos vieilles discussions à la bibliothèque. « Chloé a ta curiosité insatiable, » sourit Sophie. « Et Léa ? Eh bien, elle a hérité de ton obsession pour l'organisation. Je l'ai surprise l'autre jour en train d'organiser ses livres par couleur et par thème. Ils rirent tous les deux, le son résonnant doucement dans la nuit. « Tu sais ce qui est drôle ? » continua Sophie. « Pendant toutes ces années, chaque fois que je faisais face à un défi vraiment difficile, je me surprenais à penser « Qu'est-ce que Toine dirait à ce sujet ?» Tu avais cette façon unique de transformer les problèmes en opportunités.
Et moi, avoua Antoine, chaque fois que je devais prendre une décision importante, je me souvenais de la façon dont tu me faisais tout remettre en question, penser au-delà de l'évidence. Pourquoi? Ta question préférée, rit Sophie. Elle l'est toujours. Parfois, ça rend les filles folles, mais c'est ce qui fait d'elles de si bonnes penseuses critiques, observa Antoine. Elles n'acceptent pas les réponses simples. Elles veulent comprendre le pourquoi, le comment. Tout comme nous le faisions. Tout comme nous le faisions, termina doucement Sophie. Un autre silence confortable s'installa, le bourdonnement lointain de la ville, comme seule toile de fond. « Je suis désolé, » dit finalement Antoine, d'avoir laissé notre amitié s'estomper comme ça, d'avoir été si concentré sur le fait de devenir celui que je pensais devoir être, que j'ai oublié qui j'étais vraiment. Sophie tendit la main et toucha légèrement la sienne. « Je suis désolé aussi de ne pas m'être battu plus fort pour notre amitié, d'avoir laissé la fierté et la peur m'empêcher de te chercher quand j'avais besoin d'aide. Nous pouvons recommencer, suggéra Antoine. Pas comme nous étions avant, nous sommes des personnes différentes maintenant. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, de meilleur, quelque chose de plus mature. Bien sûr, acquiesça Sophie, construit non seulement sur des souvenirs partagés, mais sur ce que nous sommes devenus. Une douce brise souffla, apportant la faible odeur de la pluie lointaine. Sophie frissonna légèrement et Antoine resserra instinctivement la couverture autour de ses épaules. « Certaines choses ne changent jamais, dit-elle avec un sourire. Tu as toujours été protecteur comme ça, et tu as toujours été têtu pour admettre quand tu avais froid, la taquina-t-il gentiment. Plus de rires silencieux, plus de souvenirs partagés. La nuit avançait, mais aucun d'eux ne ressentait le désir de quitter ce moment. « Les filles t'adorent, tu sais, » mentionna Sophie après un moment. « Chloé a dit que tu expliques les choses comme je le fais, en posant toujours des questions qui la font réfléchir. »« Et Léa ?» demanda Antoine, curieux. « Oh, elle essaie de le cacher, mais je l'ai vue sourire quand tu as apporté ce nouveau jeu de logique. Elle garde tous les post-it avec tes indices dans une petite boîte spéciale. » Antoine sentit son cœur se réchauffer à cette pensée. « Elles sont vraiment spéciales, Sophie. Tu as élevé 2 enfants extraordinaires. Et maintenant, elles t'ont toi, dit doucement Sophie. Un ami qui les voit, qui les comprend, qui les encourage à rêver. » Les premiers rayons de soleil commencèrent à apparaître à l'horizon, peignant le ciel en rose et or. Sophie et Antoine regardèrent le spectacle en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. « Un nouveau jour, » murmura Sophie. « Un nouveau départ, » ajouta Antoine. Quelque part à l'intérieur de l'appartement, une alarme commença à sonner doucement. Bientôt, les jumelles se lèvèrent pour l'école. La petite bulle d'intimité qu'ils avaient partagée pendant la nuit commença à se dissoudre, mais quelque chose d'important avait été restauré, quelque chose de précieux avait été redécouvert. Ce n'était pas seulement une réconciliation, c'était une renaissance, une amitié qui, comme le soleil levant, promettait d'illuminer de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités. Le soleil était maintenant complètement levé, mais ni Antoine ni Sophie ne firent le moindre mouvement pour quitter le balcon. Le petit déjeuner des filles attendrait encore quelques minutes, et ce moment semblait trop précieux pour être interrompu. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, » dit doucement Antoine, brisant le silence confortable entre eux. Sa tasse de thé vide tournait nerveusement entre ses doigts. Sophie tourna son attention vers lui, remarquant un changement subtil dans sa posture. « Qu'est-ce que c'est ?» Antoine prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Te souviens-tu de cette fête de remise des diplômes, celle du tout dernier jour de l'école ?»« Bien sûr, » dit Sophie en souriant au souvenir. « C'était une nuit incroyable. Tout le monde dansait, célébrait. Je ne pense pas avoir jamais vu autant de champagne en un seul endroit. J'avais prévu de te dire quelque chose ce soir-là, continua-t-il, son regard fixé sur la ville qui se réveillait en contrebas. Quelque chose que je porte en moi depuis lors. » Sophie se pencha légèrement en avant, intriguée par le sérieux de sa voix. « Sophie, tu as toujours été plus qu'une amie pour moi, » avoua Antoine, rencontrant enfin son regard. «
Dans nos dernières années d'université, j'ai développé des sentiments pour toi qui allaient au-delà de l'amitié. » Sophie retint son souffle, surprise par sa révélation. « Ce soir-là, à la fête de remise des diplômes, j'ai décidé de tout te dire, » continua-t-il. « J'avais même acheté des fleurs. Mais ensuite, j'ai reçu cet appel concernant mon père à l'hôpital, et tout a changé. Le temps que je puisse revenir te trouver, tu étais déjà parti. »« Toine, » murmura Sophie, utilisant inconsciemment son vieux surnom. « Je ne te dis pas ça maintenant pour compliquer les choses, » s'empressa-t-il de préciser. « Notre amitié m'est bien trop précieuse. Mais après que nous ayons parlé du passé, des regrets et des choix, j'ai senti que je te devais la vérité. » Sophie resta silencieuse un moment, traitant cette information. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit plus tôt ? Au début, j'avais peur de ruiner notre amitié. Puis, comme les choses se sont compliquées avec l'entreprise et mon père, il semblait toujours que le moment n'était pas le bon. »« Et maintenant » demanda doucement Sophie. Antoine sourit gentiment. « Maintenant, je veux que tu saches que mon soutien, ma présence dans ta vie et celle des filles n'ont rien à voir avec de vieux sentiments ou des regrets. C'est à propos de qui nous sommes aujourd'hui et de l'amitié que nous reconstruisons. » Sophie laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle après un moment. « Cette honnêteté signifie beaucoup. Il y a une autre chose que je dois dire, » poursuivit Antoine, sa voix devenant plus sérieuse. « Je veux vous aider, toi et les filles, de manière plus concrète, pas seulement avec le traitement médical, mais aussi avec leur avenir. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle. « Je veux créer un fonds d'éducation pour Chloé et Léa, » expliqua-t-il, « quelque chose qui garantit qu'elles pourront poursuivre leurs rêves et étudier où elles veulent, sans limitation financière. » Sophie sentit des larmes piquer ses yeux. « Antoine, c'est... » « Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit-il doucement. « C'est un investissement dans l'avenir de deux filles extraordinaires qui ont conquis mon cœur. Et c'est un moyen de rattraper toutes les années que j'ai perdues, tous les moments où j'aurais pu être là en tant qu'ami. Tu en fais déjà tellement, » commença Sophie, mais Antoine l'interrompit à nouveau. « Sophie, écouter Chloé parler de devenir astronome, entendre Léa prévoir de créer ses propres programmes informatiques, ça me rappelle nous deux à l'université, rêvant en grand, croyant que nous pourrions changer le monde. Je veux leur donner la chance de réaliser ces rêves. » Une larme glissa sur la joue de Sophie. « Parfois, je me demande si je mérite tout ça. Ton amitié, ton soutien. »« Tu mérites ça, et bien plus encore, » répondit Antoine avec conviction. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as élevé deux filles incroyables seules, construit une carrière, et n'as jamais abandonné tes rêves, même quand tout semblait impossible. » L'alarme des jumelles résonna une fois de plus depuis l'autre pièce, leur rappelant que la journée commençait vraiment. « Je dois leur préparer le petit déjeuner, » dit Sophie en essuyant ses larmes. « Je le fais, » offrit Antoine en se levant. « Tu as encore besoin de te reposer. Ordre du médecin. » Sophie sourit, le regardant se diriger vers la cuisine avec un air de familiarité. Cela semblait surréaliste, la façon dont il s'intégrait si naturellement dans leur vie, comment sa présence apportait un sentiment de complétude qu'elle n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. « Toine !» appela-t-elle, le faisant s'arrêter à la porte. « J'avais aussi des sentiments pour toi à l'université. » Antoine se tourna, surpris. « Mais je suppose que le timing n'a jamais été de notre côté, » continua-t-elle doucement. « Et peut-être que c'était pour le mieux. Ce que nous avons maintenant, cette amitié, cette affection, est plus précieux que n'importe quelle romance aurait pu l'être. » Un sourire entendu illumina le visage d'Antoine. « Je suis entièrement d'accord. » Le bruit des portes qui s'ouvrent et des pas pressés indiqua que Chloé et Léa étaient réveillées. Bientôt, la maison se remplirait de leurs voix vives, de leurs projets pour la journée, de l'énergie contagieuse que seuls les enfants possèdent. « Tonton Toine !» appela la voix de Chloé depuis la cuisine. « Tu fais des crêpes avec des pépites de chocolat ?» répondit-il en faisant un clin d'œil à Sophie avant de disparaître dans l'appartement. Sophie resta sur le balcon un instant de plus, le cœur débordant d'émotion. La vie avait ses façons de faire.
Ce qui aurait pu être une grande histoire d'amour universitaire s'était transformé en quelque chose d'aussi spécial. Une amitié profonde, un soutien indéfectible, une famille choisie. De l'intérieur, elle pouvait entendre les rires des filles se mêler à la voix d'Antoine, l'arôme du café frais et des crêpes commençant à remplir l'air. Dans sa poitrine, une certitude fleurit. Parfois, l'univers sait exactement ce dont nous avons besoin, même s'il met un certain temps à le livrer. Se levant, Sophie se prépara à rejoindre sa nouvelle famille bien-aimée. L'avenir, qui peu de temps auparavant semblait effrayant et incertain, brillait maintenant de possibilités. Non pas parce que quelqu'un était venu résoudre tous ses problèmes, mais parce qu'elle n'avait plus à les affronter seule. Et peut-être, pensa-t-elle, en regardant Antoine aider Léa à mesurer la quantité exacte de chocolat pour les crêpes, que ce genre d'amour, l'amour né de l'amitié, du soin et de la présence constante, était le plus précieux de tous. Le petit salon était couvert de catalogues d'écoles, de formulaires de candidature et de listes. Chloé et Léa étaient assises sur le tapis, feuilletant avec impatience les brochures de l'école alsacienne, tandis que Sophie et Antoine organisaient les documents nécessaires à leur transfert. « Regarde, maman !» s'exclama Chloé, les yeux brillants d'excitation. « Ils ont leur propre observatoire et un club d'astronomie qui organise des campements pour observer les météores, et un laboratoire informatique entièrement équipé, » ajouta Léa, ne parvenant pas à dissimuler sa propre excitation. « Ils proposent des cours avancés de programmation et de robotique. » Sophie regarda ses filles, souriant avec émotion. Ces dernières semaines, depuis que la décision de changer d'école avait été prise, une nouvelle énergie s'était emparée d'elle. « Nous devrons acheter de nouveaux uniformes, » remarqua Sophie en jetant un coup d'œil à la liste dans sa main, et des fournitures spécifiques pour chaque matière. « Je me suis déjà occupé de tout, » dit doucement Antoine. « Les uniformes arrivent demain pour qu'elle les essaie, et les fournitures sont toutes mises de côté à la papeterie. »« Toine, » commença à protester Sophie. « C'est un cadeau, » insista-t-il gentiment, pour célébrer un nouveau départ. Chloé bondit et courut vers la bibliothèque pour attraper son cahier spécial, celui où elle notait tous ses projets et ses rêves. « J'ai fait une liste de toutes les activités périscolaires que je veux rejoindre. Puis-je être à la fois dans le club de sciences et le club d'astronomie ? » « Bien sûr que tu peux, ma chérie, » dit Sophie avec un sourire, « tant que tu maintiens tes notes. »« J'ai fait un tableur aussi, » dit Léa en prenant sa tablette. « J'ai organisé tous les horaires possibles pour que nous puissions maximiser les activités périscolaires sans nuire à nos études régulières. » Antoine ne put s'empêcher de sourire. Elle ressemblait tellement à Sophie à l'université. « Et il y a d'autres nouvelles, » annonça-t-il, captant l'attention de tout le monde. Dubois Industries lance un nouveau programme de mentorat pour les jeunes talents en technologie et en sciences. Et, eh bien, il se trouve que je connais 2 candidates parfaites. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent. « Ça veut dire qu'on peut visiter les laboratoires de l'entreprise ?» demanda Chloé, retenant à peine son excitation. « Et rencontrer les programmeurs ?» ajouta Léa, sa réserve habituelle momentanément oubliée. « Tout ça et plus encore, » confirma Antoine. « Vous aurez accès à du matériel de pointe et vous pourrez rejoindre des projets spéciaux. Mais seulement une fois que vous serez complètement installé dans votre nouvelle école, » ajouta rapidement Sophie, lançant à Antoine un regard significatif. « Bien sûr, » acquiesça-t-il. « Une chose à la fois. » L'après-midi se passa au milieu des projets et de l'excitation. Sophie, déjà beaucoup plus forte grâce à son traitement, pouvait partager l'enthousiasme de ses filles sans se fatiguer si facilement. « Tu sais ce qui m'enthousiasme le plus ?» commenta Chloé pendant le dîner. « Nous pourrons déjeuner avec maman certains jours, puisque son bureau chez Dubois est près de notre nouvelle école. » C'était vrai. Sophie commencerait officiellement en tant que directrice du design de l'entreprise la semaine suivante, avec son propre bureau et des horaires flexibles pour pouvoir suivre les filles. Et les jours où elle a des réunions, tonton Toine a dit qu'il déjeunerait avec nous, ajouta Léa, son expression sérieuse mais ses yeux brillants. Tant que vous m'aidez avec les mots croisés du journal, taquina Antoine, les faisant rire.
Plus tard dans la soirée, après que les jumelles furent couchées, Sophie et Antoine s'assirent sur le balcon, leur nouvelle tradition nocturne. « Ça arrive vraiment, n'est-ce pas » murmura Sophie, encore un peu incrédule. « Tout ce changement, as-tu peur » demanda doucement Antoine. « Un peu, admit-elle. Mais c'est une bonne peur, tu sais, comme quand on est sur le point de commencer une grande aventure. Elles s'en sortiront très bien, l'assura Antoine. Elles sont brillantes, adaptables, et elles t'ont toi. Et elles t'ont toi, termina Sophie avec un sourire. Je n'ai jamais vu Léa s'ouvrir à quelqu'un comme elle l'a fait avec toi. Et Chloé? Je pense qu'elle a déjà décidé qu'elle travaillera pour la division de recherche spatiale de Dubois Industries quand elle sera grande. Antoine rit. Elle m'a montré ses plans. Ils incluent la construction d'une base lunaire d'ici 2040. Ambitieuse comme sa mère. Et déterminée comme toi, ajouta-t-elle. Elles le sont toutes les deux. C'est incroyable de voir comment elles portent vos meilleurs traits. Un silence confortable s'attarda un instant. « Merci, dit finalement Sophie. Pas seulement pour l'aide matérielle, mais pour avoir ramené cette lumière dans leur vie. Pendant longtemps, j'ai eu peur que mes limitations étouffent leurs rêves. Tu n'as jamais rien étouffé, contra doucement Antoine. Au contraire, tu leur as appris à rêver dans les circonstances les plus difficiles. Je leur donne juste un petit soutien supplémentaire maintenant. » Des pas légers attirèrent leur attention. Chloé se tenait à la porte du balcon, serrant son carnet de rêves. « Tu n'arrives pas à dormir, ma chérie » demanda Sophie. Je réfléchissais. Chloé hésita. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» Ils hochèrent la tête et elle ouvrit son carnet à une page particulière. C'était un dessin coloré de 5 personnes. Elle, Léa, Sophie, Antoine et le docteur Dubois. « C'est notre famille maintenant, » expliqua-t-elle timidement. « C'est différent, mais spécial. Léa a dit que c'était idiot d'inclure le docteur Dubois, mais elle a sauvé maman, alors elle compte, non ?» Sophie serra sa fille dans ses bras, des larmes silencieuses glissant sur son visage. Antoine regarda la scène, le cœur plein. « C'est parfait, Chloé, » dit-il doucement. « Absolument parfait. » Plus tard, après qu'ils eurent finalement réussi à remettre Chloé au lit, Sophie trouva Léa réveillée aussi, organisant méticuleusement ses nouvelles fournitures scolaires. « Nous devons dormir, ma puce, » dit doucement Sophie. « Juste 1 minute de plus, » demanda Léa. « Je veux m'assurer que tout est parfait pour le premier jour. » Sophie s'assit sur le bord du lit de sa fille. « Tu es nerveuse ?» Léa hésita, puis hocha légèrement la tête. « Et si je ne suis pas assez bonne ?»« Eh » dit Sophie en la serrant dans ses bras. « Tu es plus que suffisante. Et tu n'es pas seule dans cette aventure, tu te souviens ?» Comme par hasard, Antoine apparut à la porte avec 2 tasses de chocolat chaud. « J'ai pensé que quelqu'un pourrait en avoir besoin, » sourit-il en les tendant à la mère et à la fille. Le sourire timide de Léa en dit plus que 1000 mots. Là, dans cette chambre simple mais confortable, Sophie sentit une certitude grandir dans son cœur. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. Pas comme une famille traditionnelle, mais comme une famille choisie par le cœur, unie par l'amour, le soin mutuel et la détermination de construire quelque chose de spécial. Venez vivre dans l'hôtel particulier avec moi. La proposition d'Antoine flottait dans le petit salon. Sophie, qui organisait des papiers sur la table, se figea, tandis que les jumelles, qui jouaient sur le tapis, levèrent les yeux avec de grands yeux. « Antoine, » commença Sophie, hésitante. « Écoute-moi avant de dire non, » demanda-t-il en se penchant en avant sur sa chaise. « Premièrement, vous n'auriez plus jamais à vous soucier du loyer. Vous pourriez utiliser cet argent pour d'autres choses dont les filles ont besoin. Deuxièmement, l'hôtel particulier est beaucoup plus proche de leur nouvelle école et de ton nouveau bureau à l'entreprise. » Sophie se mordit la lèvre, profondément pensive. « Mais c'est beaucoup, Toine. C'est ta maison. C'est beaucoup trop grand pour moi seul, » termina-t-il. « J'ai 12 chambres, Sophie. 12. Et je n'en utilise qu'une. Il est beaucoup plus logique de remplir cet endroit de vie et de rire. »« Y a-t-il une bibliothèque ?» demanda timidement Chloé, incapable de contenir sa curiosité. Antoine sourit. « Une immense, du sol au plafond.
et il y a un endroit parfait sur le toit où nous pourrions installer un télescope professionnel. » Les yeux de Chloé pétillèrent, et il continua, regardant Léa. « Il y a un laboratoire technologique entièrement équipé au sous-sol, avec les derniers équipements de programmation et de robotique. » Léa essaya de garder son expression neutre, mais Sophie pouvait voir l'intérêt dans ses yeux. « De plus, dit Antoine en se retournant vers Sophie, le docteur Dubois a mentionné lors du dernier rendez-vous à quel point un bon environnement est crucial pour ton rétablissement complet. L'hôtel particulier dispose d'un système d'air filtré et de jardin où tu peux te promener. » Sophie regarda ses filles, qui la regardaient avec une excitation à peine contenue. Il était vrai que leur petit appartement, bien que rempli de souvenirs précieux, devenait à l'étroit pour leurs besoins. « Ne serait-ce pas bizarre ?» demanda-t-elle finalement. « Nous, envahissant ton espace comme ça. » Antoine rit doucement. « Sophie, vous êtes déjà ma famille. La seule chose bizarre est de nous maintenir séparés alors qu'il y a tant d'espace inutilisé. » Une semaine plus tard, le jour du déménagement arriva. L'hôtel particulier de Reynolds, avec sa façade imposante dans le 16e arrondissement, accueillit ses nouveaux résidents. Sophie, encore un peu étourdie, regarda les jumelles courir dans les vastes couloirs, explorant chaque recoin de leur nouvelle maison. « Cette chambre a une baie vitrée, » cria Chloé du 2e étage. « Je peux voir toutes les étoiles d'ici. Et celle-ci a un bureau intégré qui est parfait pour mon ordinateur, » résonna la voix de Léa depuis une autre pièce. L'installation dans le nouvel environnement se fit avec une fluidité surprenante. Antoine avait pensé à chaque détail pour les aider à se sentir chez elle. En plus d'innombrables livres, la bibliothèque disposait désormais d'un poste de travail dédié pour Sophie, équipé de tout ce dont elle avait besoin pour ses projets de design. Un atelier d'art adjacent fut aménagé pour les activités créatives des filles, inondé de lumière naturelle et approvisionné de tous les matériaux qu'elles pouvaient désirer. Sur le toit, comme promis, un télescope professionnel fut installé pour le plus grand plaisir de Chloé. Les matinées prirent un nouveau rythme. Antoine préparait souvent le petit déjeuner pendant que Sophie aidait les jumelles à se préparer. Le trajet jusqu'à l'école, autrefois une corvée précipitée, devint un moment agréable pour discuter. « N'oubliez pas que vous avez cette réunion du club après l'école aujourd'hui », leur rappela Sophie un matin, redressant la cravate de Léa. « Tonton Toine vient nous chercher », intervint Chloé, excitée par les activités de son club d'astronomie. Le traitement de Sophie montra des progrès remarquables. Le docteur Dubois nota des améliorations significatives à chaque contrôle, attribuant une partie du rétablissement de Sophie à l'environnement de l'hôtel particulier, mieux adapté à ses besoins. Les nuits devinrent particulièrement magiques. Après le dîner, pendant que les jumelles faisaient leurs devoirs dans la bibliothèque, Sophie et Antoine continuèrent leur tradition de discuter sur le balcon maintenant clos, surplombant les jardins bien entretenus. La grande nouvelle arriva un après-midi d'automne frais. Sophie sortit du cabinet du docteur Dubois avec des larmes de joie aux yeux. « C'est fini », annonça-t-elle à Antoine, qui attendait dans le hall. « Le traitement est officiellement terminé. Je suis guérie. » Les jumelles, qui avaient secrètement planifié une célébration, organisèrent une fête surprise dans la bibliothèque. L'espace était orné de lumière, de fleurs et de photos, documentant le parcours de Sophie vers la guérison. « Et ça, » annonça Chloé, révélant un grand cadre couvert, « c'est notre cadeau. » C'était une peinture collaborative. Chloé avait peint un ciel étoilé, Léa avait créé un motif géométrique complexe, et ensemble, elles avaient représenté leur famille dans un style unique, mêlant réalisme et abstraction. « Nous l'accrocherons dans l'entrée, » expliqua Léa, « pour que tout le monde sache que c'est une maison d'amour et de guérison. » Sophie serra ses filles dans ses bras, submergée par l'émotion. Antoine regarda la scène le cœur plein, s'émerveillant de la façon dont sa vie avait changé en quelques mois seulement. « Merci, » dit Sophie plus tard, lorsqu'ils furent seuls sur le balcon. « Pour tout, pour nous avoir donné un foyer, pour m'avoir donné une seconde chance. »« Tu as fait la même chose pour moi, » répondit doucement Antoine. « Tu m'as donné une famille. L'hôtel particulier de Reynolds,
autrefois symbole d'un succès solitaire, était devenu un véritable foyer. Non pas à cause de son architecture impressionnante ou de la valeur de son mobilier, mais à cause de l'amour qui remplissait maintenant chaque pièce, chaque recoin, chaque moment partagé. C'était un nouveau départ pour eux tous. Pour Sophie, qui avait surmonté non seulement la maladie, mais aussi sa peur d'accepter de l'aide. Pour les jumelles, qui pouvaient enfin rêver sans limite. Et pour Antoine, qui découvrit que le vrai succès ne concernait pas les conquêtes commerciales, mais les sourires quotidiens de 3 personnes qui avaient transformé sa maison en un foyer aimant. Le jardin de l'hôtel particulier était particulièrement beau en cet après-midi de printemps. Sophie observait depuis la fenêtre de son atelier les jumelles aider Antoine à planter de nouvelles fleurs. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, un changement subtil qu'elle avait remarqué depuis des semaines, depuis qu'elle avait été déclarée complètement guérie. Ce n'était pas seulement la façon dont son cœur s'emballait quand Antoine souriait, ou comment elle se surprenait à le regarder plus qu'elle ne le devrait. C'était plus profond, un sentiment silencieux qui grandissait, comme les fleurs qu'ils plantaient maintenant ensemble. La façon dont il interagissait avec les filles, toujours patient et attentionné. Comment il anticipait ses besoins avant qu'elles n'aient à demander. Comment leurs regards se croisaient dans une pièce bondée. Ces choses suscitaient des émotions qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Maman !» appela Chloé depuis le jardin en agitant la main avec enthousiasme. « Viens voir ce qu'on a planté. » Sophie sourit et descendit. Le soleil de fin d'après-midi donnait à tout une lueur dorée, et quand Antoine l'aida à s'agenouiller près du parterre de fleurs, la chaleur de sa main déclencha cette étincelle électrique familière qu'elle reconnaissait maintenant comme plus que de la simple amitié. « Des roses bleues » expliqua Antoine, ses yeux rencontrant les siens. « Elles sont aussi rares que spéciales. Certains disent qu'elles représentent l'impossible qui devient possible. » Le moment fut interrompu par Léa, qui arriva en courant avec sa tablette, les yeux brillants d'excitation. « Regardez, j'ai été accepté au programme d'informatique avancée. Ils ont adoré mon projet sur l'utilisation de l'IA dans l'éducation. » La célébration qui s'ensuivit était typique de la dynamique familiale nouvellement formée qu'ils avaient construite au cours des derniers mois. Margaret, la gouvernante qui était devenue une partie essentielle de leur vie, prépara un dîner spécial avec tous les plats préférés de Léa. Chloé fit une présentation impromptue sur la façon dont les algorithmes de sa sœur pourraient être appliqués à l'étude des étoiles. Pendant le dîner, Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point tout semblait naturel, juste. La façon dont Antoine savait exactement comment Chloé aimait sa purée, comment il anticipait quand Léa demanderait plus de jus, comment sa main trouvait occasionnellement la sienne sous la table. De petits gestes significatifs qui faisaient battre son cœur. Quand les filles allèrent enfin se coucher après avoir beaucoup plaidé pour juste 5 minutes de plus, Sophie et Antoine se retrouvèrent sur leur balcon habituel. Leur rituel nocturne était devenu précieux, un moment juste pour eux, au milieu du chaos de la journée. « Toine, » commença-t-elle, le cœur battant, sentant que le moment était venu d'être honnête sur ses sentiments. « Je dois te dire quelque chose. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, il posa doucement un doigt sur ses lèvres. « J'ai quelque chose à dire aussi. » Il sourit, sortant une petite boîte de sa poche. Le collier de lune et d'étoiles reposait sur un coussin de velours bleu, entièrement restauré, et encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait. « Je l'ai fait réparer, » expliqua doucement Antoine. « Regarde de plus près. » Sophie prit le collier avec des mains tremblantes. Autour du saphir d'origine, de minuscules diamants formaient 2 nouvelles constellations, parfaitement intégrées à la pièce. « Ce sont les dates de naissance des filles, » murmura-t-elle, reconnaissant les motifs. « Gémeaux et Cassiopée, » compléta Antoine. « La reine des étoiles, comme Chloé le dit toujours. J'ai pensé que c'était approprié, puisque tu es la reine de leur cœur. Et du mien. »« Toine ?» Sophie sentit les larmes se former. « Sophie, » commença-t-il, l'émotion épaisse dans la voix. « Au cours des derniers mois, toi et les filles avez apporté plus de vie et de joie dans cette maison que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ce qui a commencé comme une amitié s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond.
Il marqua une pause, lui prenant les mains dans les siennes. Quelque part, entre les nuits d'études avec les filles, les petits déjeuners chaotiques, les rendez-vous médicaux et nos discussions ici sur ce balcon, je suis tombé amoureux de toi. Pas seulement pour ce que tu représentes pour les filles, mais pour qui tu es. Forte, déterminée, attentionnée. Je t'aime, continua-t-il, les yeux rivés sur les siens. J'aime nos filles, et je veux officialiser ce que nous sommes déjà dans notre cœur. Une famille. Les larmes coulaient librement sur le visage de Sophie alors qu'elle répondait. Je t'aime aussi, Toine. Je crois que je t'ai toujours aimé, même quand je ne m'en rendais pas compte. Tu ne nous as pas seulement donné un foyer, tu nous as donné de l'espoir, un avenir, de l'amour. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, une petite célébration dans les jardins de l'hôtel particulier. Chloé et Léa, désormais officiellement des Dubois, étaient les demoiselles d'honneur, portant des robes bleu ciel assorties aux roses qu'elles avaient plantées. « Ça arrive vraiment » murmura Chloé à Léa alors qu'elles redressèrent le voile de leur mère. « Nous sommes officiellement une famille maintenant. »« Techniquement, nous étions déjà une famille, » répondit Léa avec sa logique habituelle, bien que ses yeux fussent remplis de larmes. Ceci ne fait que l'officialiser. Le collier de lune et d'étoiles brillait sur le cou de Sophie alors qu'elle marchait vers Antoine. L'officiant sourit lorsque les jumelles coururent rejoindre le couple avant même que la cérémonie ne soit terminée, un moment spontané qui capturait parfaitement l'essence de cette famille. Les mois suivants furent remplis de joie et de réussite. Sophie, maintenant en pleine santé et débordant d'énergie créative, prit la tête de la direction créative de Dubois Industries. Sous sa direction, l'entreprise lança une série de projets innovants, mêlant technologie et design de manière révolutionnaire. Chloé fut acceptée dans un programme spécial d'astronomie au Palais de la Découverte, où ses théories sur les schémas d'étoiles attirèrent l'attention d'astronomes renommés. Léa, suivant les traces de sa mère en fusionnant technologie et créativité, développa sa première application commerciale, un jeu éducatif pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Une nuit spéciale, exactement 1 an après avoir emménagé dans l'hôtel particulier, la famille se réunit dans le jardin pour un pique-nique sous les étoiles. Le télescope, qui n'était autrefois que le rêve de Chloé, était maintenant prêt pour une autre soirée d'observation des étoiles. « Tu te souviens quand on a essayé de vendre le collier ?» demanda Chloé, allongée sur les genoux de sa mère, en attendant que le ciel s'assombrisse complètement. « Comment pourrions-nous l'oublier ?» répondit Léa, ajustant les paramètres de sa nouvelle application de cartographie des étoiles. « C'est le jour où nos vies ont changé. » Sophie toucha le collier autour de son cou, sentant le poids réconfortant de ses souvenirs. Parfois, les fins les plus heureuses commencent dans les moments les plus difficiles, réfléchit-elle. Ce jour-là, quand vous êtes sorti seul pour essayer de m'aider, j'étais si effrayée et si inquiète. Mais l'univers savait ce qu'il faisait. Ce collier n'était pas seulement un bijou, ajouta Antoine en s'installant à côté d'elle. C'était un lien du destin. Papa redevient romantique, taquina Léa, bien qu'elle sourit en utilisant le mot « papa », quelque chose qui était venu naturellement quelques semaines après le mariage. L'hôtel particulier de Dubois, autrefois symbole d'un succès solitaire, grouillait maintenant de vie et d'amour. Les couloirs qui avaient résonné de pas solitaires étaient remplis de rires, de musique et de l'explosion occasionnelle contrôlée des expériences scientifiques de Chloé. La bibliothèque, autrefois un sanctuaire silencieux, était devenue un centre d'activité familiale, chacun revendiquant un endroit préféré. Le collier, qui représentait autrefois le désespoir et le sacrifice, était maintenant un symbole d'unité et d'espoir. Sophie le portait à chaque occasion spéciale, remise de diplôme, récompense, anniversaire, et les filles adoraient raconter son histoire à quiconque voulait l'entendre. La nuit, après que les jumelles furent endormies, Sophie et Antoine gardaient toujours leur rituel de se retrouver sur le balcon. Maintenant, leurs mots étaient ponctués de baisers doux et de projets pour l'avenir. Un avenir qui semblait infiniment brillant, comme les étoiles que Chloé aimait tant étudier. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire ?»
demanda Antoine une nuit, contemplant le croissant de lune au-dessus. « Quoi » demanda Sophie. « Que chaque décision, chaque moment difficile, chaque choix nous a amenés exactement là où nous étions censés être. Ensemble. » Sophie sourit, touchant le pendentif à son cou, où les constellations des filles brillaient aux côtés du saphir d'origine. Dans sa sagesse infinie, l'univers avait tissé une tapisserie parfaite d'événements qui les avaient unis, non seulement en tant que couple, mais en tant que famille. Dans l'hôtel particulier de Dubois, autrefois foyer de la solitude, la plus belle histoire d'amour avait fleuri. Non seulement entre un homme et une femme, mais entre des personnes qui avaient choisi de devenir une famille, qui avaient transformé la douleur en espoir, et qui avaient découvert que les plus grands trésors ne sont pas faits d'or ou de bijoux, mais de moments partagés, de rêves réalisés et d'amour inconditionnel. Le collier de lune et d'étoiles, témoin silencieux de ce voyage extraordinaire, continuerait de scintiller, tenant dans son saphir non seulement le reflet des étoiles, mais la lumière d'une famille qui avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Une maison construite non pas de briques et de mortier, mais d'amour, de confiance et de la certitude que certains liens sont vraiment écrits dans les étoiles.